Coucou! On se retrouve dans le décor habituel parce que ça y est, je suis rentrée. Je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal, on va dire. Un peu plus parce que ça reste les vacances. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture numéro 2 du mois de juillet. Et j'ai quelques lectures à vous présenter, donc on y va tout de suite. Donc, dans le dernier bilan, je vous avais annoncé qu'il y avait 5 romans qu'il fallait que je vous présente, et j'en ai présenté que 4 parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai totalement zappé de vous parler de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Voilà, je n'ai pas d'explication. Donc on va y revenir très rapidement, et puis je vais enchaîner avec les lectures suivantes. Sorcery of Thorns, ça parle d'une jeune femme dont je ne me rappelle absolument plus le prénom, qui vit dans une bibliothèque parce qu'elle est orpheline et que c'est un univers où quand on est orphelin, on peut travailler dans une bibliothèque et bref, en gros, y passer sa vie. Et très rapidement, elle va être accusée de certaines choses, elle va être emmenée dans la plus grande ville et elle va devoir déjouer un peu une espèce de complot, et à tout ça se mêle plus ou moins une romance. D'ailleurs, le livre est vendu comme de la romantaisie, mais je vous le dis tout de suite, si ce que vous cherchez c'est de la pure romance, n'y allez pas parce que c'est très secondaire. Ce qui en temps normal n'est pas fait pour me déranger. D'ailleurs, ça m'a pas spécialement dérangé au demeurant. Je ne sais pas trop vous dire ce que j'ai pensé de ce livre. Je peux vous dire que j'ai pas tellement aimé en fait, mais je n'en ai que très peu de souvenirs, donc c'est un petit peu compliqué. Je me rappelle que je me suis quand même pas mal ennuyée, que j'ai trouvé que c'était quand même pas mal long. J'ai pas accroché à l'héroïne, que j'ai trouvé très cliché dans le sens pas comme les autres. Elle ne se maquille pas, elle n'est pas superficielle. C'est pas trop visible au début, mais à partir de la moitié, ça devient assez évident, d'autant qu'évidemment, c'est l'élu, donc forcément, elle n'est pas comme les autres. Le personnage masculin est extrêmement transparent et assez inintéressant pour moi, selon mes goûts et à mon sens, et la romance n'est pas incroyable. Donc au final, il n'y avait pas grand-chose. Ceci étant dit, je le dis quand même, je peux parfaitement comprendre qu'on ait aimé ce livre. Il y a des choses que j'ai trouvées chouettes dans ce livre. J'ai beaucoup aimé par exemple l'ambiance, surtout dans les bibliothèques et tout ce qui tourne autour des livres et de la magie. Mais finalement, c'est pas si souvent que ça, et c'est pas forcément, paradoxalement, le cœur de l'histoire. Donc bah, il m'a manqué de tout ça en fait, ça a manqué de personnages un peu développés, un peu creusés, ça a manqué de surprises, de plot twists, ça a manqué d'une histoire un peu plus, je ne sais pas, peut-être qu'il se passait trop de choses et qu'en même temps c'était trop long quand il se passait quelque chose, et du coup bah, je me suis en fait assez vite ennuyée. Donc voilà, ceci étant dit, encore une fois, je comprends qu'on ait aimé. J'ai pas trouvé d'aspect spécialement problématique, enfin, voilà, à part le côté fille pas comme les autres et tout, mais sinon ça allait, il n'y avait pas de gros problèmes, c'est juste que bah voilà, je pense que c'est juste pas fait pour moi, donc ça n'est pas très grave. J'ai fini le livre assez rapidement, les 50 dernières pages, et je suis passée à autre chose, et voilà, donc si vous l'avez aimé, je le conçois parfaitement, j'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas de choses franchement négatives à en dire, si ce n'est que bah, c'était juste pas pour moi, voilà, tout simplement. J'ai ensuite enchaîné avec Paideia de Claire Garand, que m'avaient très gentiment envoyé les éditions La Volte, donc c'est un service presse que j'ai beaucoup aimé. Dans Paideia, on suit 10 jeunes filles qui a priori sont plutôt des petites filles en termes d'âge, qui sont en orbite autour de la Terre, je crois, ou de la Lune, ou je ne sais plus. Bref, été adaptées pour la vie humaine. Et ces 10 petites filles, eh bien, voilà, développent chacune une spécialité. Donc notre héroïne, je crois que sa spécialité, c'est plutôt ce qui va être biologie, graines, refaire pousser des aliments, etc. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a quand même certaines problématiques, notamment, par exemple, que ces petites filles sont génétiquement modifiées et que je crois, il me semble que dans l'ouvrage, elles sont nées il y a 7 ans, donc a priori, elles ont 7 ou 8 ans, et que physiquement, elles en sont déjà à être pubères, et surtout, on apprend très rapidement que leur rôle ultime, en fait, va être d'être les matrices de la future humanité, donc d'utiliser leur corps comme une boîte de pétri, ou je ne sais pas. On va implanter des embryons, conserver, et elles vont faire des bébés, et voilà. Ceux qui, voilà, on sent bien déjà le propos derrière, on sent bien les idées un petit peu engagées de l'autrice, ce qui était très chouette. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Il y a beaucoup d'idées qui m'intéressent, que je trouve importantes de développer. Il y a beaucoup de réflexions autour du corps des femmes, autour de l'individualité, et surtout une grande question qui pour moi est ressortie, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je pense que ça dépend de ce qu'on peut y voir.
Mais je trouve que la grande question qui en ressort, c'est dans quelle mesure on doit sacrifier l'individu au profit de la communauté, dans quelle mesure il est important de respecter l'individualité de chacun. Et ça, pour moi, c'est incarné par le personnage principal. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui m'ont beaucoup plu, l'aspect politique, l'aspect réflexion, voilà, le côté réflexion sur l'humanité, c'était très très chouette. Il y a pas mal de trigger warning parce que les petites filles entre elles sont, je dis les petites filles, mais c'est pas vraiment des petites filles, mais en tout cas les jeunes filles ou je ne sais quoi, les filles entre elles sont assez méchantes et cruelles, elles harcèlent le personnage principal qu'on suit, ce qui est assez dur à lire, c'est assez violent, il y a des descriptions très très violentes, je vous préviens, mais ça représente aussi des choses par rapport à notre société et c'est aussi intéressant et je n'ai pas trouvé que c'était de la violence gratuite. Je pense que ça construit réellement quelque chose, autant au niveau du personnage que des réflexions. Là où j'ai des points un petit peu plus faibles peut-être à donner, mais encore une fois, ça m'est très très propre, c'est que par exemple j'avais beaucoup de mal à saisir tout ce qui était plutôt technique. Donc on sent bien que l'autrice s'est renseignée, qu'elle parle pas, enfin c'est pas n'importe quoi, c'est réfléchi, c'est posé, c'est renseigné. Mais du coup c'est vrai que moi il y a des moments où j'étais un petit peu larguée. Alors en soi c'est pas très grave, je dis que c'est un point négatif, mais moi personnellement je m'en fous parce que quand je comprends pas tout, sur un truc technique ou une description, bon, je passe, enfin voilà, mon esprit passe à autre chose et je me concentre sur l'histoire, etc. Mais je sais que ça peut déplaire à certaines personnes, donc je vous préviens, il y a des côtés, j'ai trouvé un peu plus technique, un petit peu plus complexe, si on n'est pas très habitué à la SF. Autrement, autre point peut-être un petit peu négatif, et bien que moi ça m'ait pas trop dérangé, mais je pense encore une fois que ça peut déranger, donc je préfère prévenir, on est extrêmement centré sur l'héroïne et très très peu sur les autres, ce qui veut dire qu'on a un gros développement du personnage principal et vraiment un très faible développement de tous les autres personnages. Donc ça c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Ça crée évidemment des lacunes entre guillemets dans la compréhension des intentions des autres, mais en même temps, je pense que c'est clairement un parti pris, c'est un choix d'écriture, c'est un choix narratif, c'est pas une erreur de la part de l'autrice. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous y êtes sensible ou pas, si ça vous dérange ou pas. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très intéressant et ça m'a donné envie de découvrir évidemment plein d'autres livres de la maison d'édition. J'en ai repéré un ou deux qui me font très envie et que j'ai mis dans ma wishlist. Donc je suis très très curieuse. En tout cas, cette lecture-ci, pour moi, vaut la peine de s'y pencher parce que j'ai trouvé que c'était assez différent de tout ce que j'ai lu dernièrement. Donc voilà, très bonne, très chouette lecture, très intéressante. Il faut prendre le temps, il faut se poser, je pense, surtout si on n'est pas trop habitué à la SF, mais ça se lit quand même très très bien. Ensuite, début juillet, j'ai lu Celle qui devint le soleil de chez les Parker Chan. J'ai pas la jaquette, je ne sais pas où je l'ai mis. Que m'a offert Pénélope dans le dernier swap, qui est très très beau, et qui cette fois-ci va parler d'un personnage féminin qui... Alors ça se passe au XIVe siècle, en Chine, au moment où les Mongols ont pris le pouvoir en Chine. Et en gros, on va suivre ce personnage féminin, cette jeune fille, très jeune fille, qui, même enfant d'ailleurs, qui vit dans un petit village où bah, il y a la famine, il y a la sécheresse, et en gros, elle doit tout faire pour survivre parce que les premiers, ou en tout cas les premières sacrifiées dans ce genre de cas, ce sont les filles, et voilà, donc elle doit tout faire pour survivre. Assez rapidement dans le roman, elle va se retrouver seule et elle va devoir faire un choix. Elle va partir dans le temple d'à côté en se faisant passer pour son frère, pour bah, voilà, être prise et voilà, survivre en fait, hein, c'est-à-dire manger, dormir, pouvoir a priori plus ou moins avoir une hygiène de vie un petit peu plus correcte. Et il va se passer plein de choses à partir de là. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'étais à fond dedans. J'avais envie de savoir. J'ai été très attachée au personnage principal parce que je comprenais ses raisonnements qui étaient extrêmement égoïstes et qui étaient centrés sur sa personne et son envie de survivre et son envie de s'en sortir parce que en fait le texte adopte un angle de vue qui pour moi est hyper intéressant, à savoir les femmes et comment sortir son épingle du jeu quand on est une femme dans un univers ultra patriarcal, sexiste, misogyne et cruel envers les femmes. Et à plusieurs reprises, on va retrouver notre personnage féminin qui est donc grimé en son frère, donc en homme, qui va essayer de réveiller la conscience de certaines femmes qu'elle va croiser et ça fonctionne plutôt bien et c'est hyper intéressant. On est sur un personnage gender fluide, donc qui ne s'identifie ni vraiment comme une femme, ni tout à fait comme un homme, et qui est dans ce questionnement en fait voilà, d'elle-même, de qui elle est. Elle se genre au féminin, c'est pour ça que je le fais aussi, hein, et c'est pareil en VO. Mais
Elle reste dans ce questionnement parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ce qu'on attend des femmes dans sa société, mais qu'elle n'est pas un homme et qu'elle en a parfaitement conscience. Donc elle ne se reconnaît ni tout à fait dans l'un, ni tout à fait dans l'autre genre, et c'est hyper intéressant, d'autant que c'est mis en parallèle d'un personnage masculin eunuque qui a été castré quand il était très jeune par vengeance. Enfin, des histoires de vengeance et de clan et qui, lui, se considère comme un homme, en tout cas est un homme castré, mais est un homme et se considère comme un homme, mais que absolument personne ne considère comme un homme, ce qui évidemment est une grande source de souffrance. Et du coup, ces deux personnages mis en parallèle, c'était hyper intéressant parce que ça développait plein de questions sur le genre qui étaient passionnantes. D'un côté, quelque chose qui va tenir un petit peu plus du choix, bien que, et de l'autre, quelque chose qui est une situation totalement subie. Et ça pose des questions sur comment on se ressent soi et comment on vit dans son genre et comment les autres nous perçoivent. Et ça pose vraiment beaucoup de questions que j'ai trouvées super intéressantes. L'histoire de fond, qui est censée être l'histoire principale du coup, de la guerre et de la rébellion, moi j'ai bien aimé. Effectivement, on a assez peu de scènes de bataille, on a assez peu de scènes franchement stratégiques et politiques, mais ça m'a suffi, j'ai trouvé que c'était suffisant pour moi. J'ai trouvé qu'en fait le plus intéressant dans tout ça, c'était de suivre ces personnages, de suivre leurs relations et de voir l'évolution d'où ils partent et où ils vont. Et c'est le personnage principal qu'on suit le plus, bien évidemment. Mais franchement, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé, ça se lit tout seul. J'ai pas été perdue dans les noms qui sont tous des noms soit mongols, soit chinois. C'est un peu difficile parfois dans les consonances de s'y retrouver. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était suffisamment clair pour réussir à comprendre et à voir où ça va. Ça m'a pas dérangé dans ma lecture. Donc ça, c'est à vous de voir votre sensibilité à retenir les noms ou pas, je ne sais pas. Et, hum, et voilà, somme toute, ce que j'en ai pensé. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je peux comprendre que l'on n'ait pas aimé. Je peux comprendre qu'on trouve à redire sur certains aspects. Moi, je l'ai attaqué plutôt pour les questionnements autour du genre et pour l'ambiance générale. Et c'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai trouvé. Donc ça m'a suffi, ça m'a plu. Voilà, donc à vous de voir ce pourquoi vous vous attaquez. Si vous vous attendez à vraiment une guerre épique médiévale, c'est peut-être pas trop ça quoi. Donc je sais pas, à vous de voir. En tout cas, le tome 2 va très prochainement sortir et j'ai bien évidemment hâte de continuer cette saga. Je crois que c'est une duologie si je dis pas de bêtises, mais j'ai très hâte de continuer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier volume. J'ai ensuite enchaîné, c'était juste au moment où je partais en vacances, avec une autre moi-même de MR Carré, qui est aussi un SP que j'ai reçu de la part de la maison d'édition La Talente en format numérique, donc je vous remets la couverture ici, qui va parler de deux personnages principalement, enfin un peu plus, mais bon, on va dire que le cœur de l'histoire c'est deux personnages, à savoir Lise qui est une mère de famille, qui doit être, je pense, 40, quarantenaire, quelque chose comme ça, et une jeune fille qui s'appelle, et je ne me rappelle plus de son prénom bien évidemment, une jeune fille qui est lycéenne, qui a 17 ans, et qui a des problèmes psychiatriques, qui est suivie par un psychiatre, qui prend un traitement, etc., et qui voit des choses que personne ne voit, donc qui pour elle existent, mais qui n'existent pas pour le reste des gens qui l'entourent. Et quant au personnage de Lise, elle, ce qui se passe, c'est que elle a une vie somme toute assez banale. Elle est divorcée, elle s'est séparée de son ex-mari, et le livre commence sur une agression qu'il a envers elle et qui va provoquer chez elle une sorte, on pourrait dire, de dissociation de personnalité, ou en tout cas il y a une autre personnalité qui prend le dessus et qui la défend, qui se défend quoi. Et on part sur ce principe-là, un petit peu autour des doubles personnalités, un petit peu autour des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas, des voix dans la tête, etc. Et donc, on est un peu dans ce thriller où on est très longtemps à la frontière du fantastique, quelque part entre le psychiatrique, les questions psychiatriques et les questions fantastiques. À un moment donné, ça va trancher plutôt vers du fantastique, je vous le dis, même si c'est pas une très grande surprise, hein, c'est vendu comme ça, donc voilà. Euh, Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment adhéré à l'écriture de l'auteur, que je trouve extrêmement fluide, qui passe très bien, qui est très bonne pour plein de choses, notamment pour les descriptions, que je trouve hyper bien faites. Je trouve qu'il est très fort aussi pour montrer et pas dire, c'est-à-dire mettre en scène des choses qui permettent de comprendre les enjeux, etc., sans avoir à les expliciter. En tout cas, le narrateur n'a pas à les expliciter, ce que je trouve évidemment très très bien. J'ai été à fond dedans, j'ai vraiment aimé cette lecture. Le seul petit point négatif finalement que j'ai à donner, c'est que pour moi, et c'est très souvent le cas, donc c'est très personnel et subjectif, c'est à vous de voir voilà, ce que vous aimez ou pas en fantastique, mais pour moi, on tombait un tout petit peu à un moment donné dans ce fantastique qui se dévoile trop
et du coup où moi j'ai l'impression d'être un peu dans quelque chose un peu absurde, un peu trop, voilà, il y a un côté un peu trop spirituel pour moi et j'adhère pas tellement de manière générale à ce genre de choses un peu ésotériques, spirituelles. Mais très sincèrement, c'était très léger. J'ai très peu ressenti ça, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en général, c'est vraiment, ça me fait lever les yeux au ciel et ça m'exaspère. Là, non. Il y a juste à certains moments, certaines touches où je me suis dit, bon, c'est un peu, voilà. Mais ça, c'est, voilà, encore une fois, c'est subjectif, c'est personnel, c'est parce que moi, je ne suis pas très sensible à ce genre de choses et d'écrits. À vous de voir. Dans l'ensemble, c'était une très chouette lecture. Ça fait un peu flipper, vraiment, ça titille des émotions, autant autour de l'empathie, de la peur, de la tristesse. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une écriture assez bonne en termes de sensibilité, quoi. Je trouve que l'auteur a une qualité, enfin, une qualité indéniable en tant qu'auteur, de toucher, en fait, de réussir à toucher des cordes sensibles et différentes émotions au sein d'un même récit, positives et négatives. J'ai beaucoup aimé les représentations familiales, puisqu'on suit deux familles. Du coup, on suit la famille de Lise avec ses enfants, qui elle-même a un adolescent de l'âge de la deuxième héroïne, et on suit l'héroïne avec son père. Et j'ai trouvé que les relations parents-enfants étaient extrêmement saines, et c'était merci, ça existe, et c'est chouette. Et il faut le noter, parce que c'est tellement rare que il faut que je le précise, les relations familiales étaient très très bonnes. Les relations entre les jeunes aussi étaient dans l'ensemble très bonnes. Alors il y a quelques jeunes extérieurs qui sont pas très cool, mais ça reste très extérieur. Les relations entre les deux ados qu'on suit sont très intéressantes. Avec la petite sœur aussi, c'est très... Enfin bref, voilà. Toutes les relations des personnages principaux et directement des personnages secondaires sont très bonnes, sont très bien menées, sont dans l'ensemble très bienveillantes, très bien pensées, sans tomber dans quelque chose de trop cucu ou trop bienveillant. Enfin, est-ce qu'on peut être trop bienveillant? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas forcé, quoi. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà, après le fantastique, je continue d'essayer parce que j'ai envie d'aimer ça, mais c'est vrai que souvent, on tombe un petit peu trop loin pour moi dans voilà, je ne sais pas, je peux pas vous expliquer, c'est personnel. Ensuite, j'ai lu Femme, réveille-toi d'Olympe de Gouges. Je vais pas trop y revenir parce que c'était le sujet de mon défi lecture de juillet, du coup, donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Mais en gros, si je vous la fais très courte, c'était un recueil de différents écrits d'Olympe de Gouges, qui est une figure enfin une figure ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour les femmes et les féministes de la Révolution, puisqu'elle a écrit, elle a réécrit les droits de l'homme et du citoyen en droit de la femme et de la citoyenne, ce qui m'intéressait beaucoup. Et il y avait d'autres textes d'elle, lettres, échanges, etc., qui étaient joints à ce texte-là, parce que sinon le livre était vraiment très très court, je pense. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai été plus mitigée que ce que je pensais, parce que Olympe de Gouges est une enfant naturelle d'un noble, une femme bourgeoise avec des moyens, qui a de très bonnes idées sous certains aspects, et il y a certaines choses que je trouve hyper intéressantes, et qui pour certaines choses est assez en avance, mais ça reste une bourgeoise qui trouve normal que le peuple travaille pour les intérêts des bourgeois, des nobles. Ça reste une femme aisée qui fait passer les femmes aisées avant les femmes pauvres. Ça reste une femme qui a une vision très étriquée des bonnes mœurs, qui a très peu de connaissances sociales et qui, voilà, qui estime en gros que... Enfin, c'est typiquement... En fait, c'est typiquement la pensée bourgeoise qui m'exaspère et qui, à l'heure actuelle, fait loi, à savoir quand on veut, on peut, et ce genre de conneries totalement fausses. Et elle est un peu là-dedans, en fait. Et de toute façon, les idées de la Révolution, ce qui s'est passé à la Révolution, c'est qu'on est passé de l'aristocratie à la bourgeoisie. Et elle fait partie de cette deuxième élite, alors bien qu'elle soit pour la royauté et tout, mais je pense pour une royauté plutôt de façade, ça reste une bourgeoise avec ces idées-là. Et à l'heure actuelle, en fait, je pense que si on est en accord avec ces idées capitalistes et bourgeoises, ben on est en accord avec ce qu'elle dit, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à beaucoup plus de sororité, je m'attendais à, ouais, je sais pas, à quelque chose de plus, plus poussé en fait, et pas juste... Bon bref, ça restait trop superficiel à mon goût, ça restait trop élitiste à mon goût. Voilà, j'ai été un peu déçue. Dernière lecture dont je vais vous parler, c'est Les Archives de l'Exode de Becky Chambers, qui est le troisième tome des Voyageurs, que j'ai lu en lecture commune avec The Riddler. On a mis un petit peu de temps à le lire, alors que franchement ça se lit assez vite, mais emploi du temps oblige et on fait que, bah voilà. Du coup, on s'est dit que la prochaine fois, on s'organiserait autrement pour réussir à enchaîner parce que c'est un petit peu dommage, même si ça fait plaisir de laisser traîner certains livres, c'est un petit peu dommage aussi de pas être dans cette envie d'enchaîner, quoi. Mais bon, on s'organisera autrement la prochaine fois et ça va
très bien allé, comme c'était très bien quand même. Malgré tout, c'était une très chouette lecture, on a pu pas mal échanger dessus. Dans les archives de l'Exode, en fait, on suit l'humanité après son exode de la Terre, puisque tout a été... tout est parti en cacahuète, je pense que... Voilà, vous voyez à peu près l'idée. L'humanité vit sur un espèce de gigantesque vaisseau. Alors, j'ai un peu de mal à me représenter le truc, mais si j'ai bien compris, c'est une espèce de gigantesque vaisseau avec plein de petits vaisseaux ou de petits îlots, ou je ne sais trop, qui sont les uns... voilà, bah, plutôt comme ça, plus ou moins comme ça, j'imagine. Je pense que c'est ça la représentation. Bon bref, voilà, vous voyez avec plein de petites unités qui sont un peu des quartiers si on veut. Et on suit différents personnages qui vivent dans cet endroit qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle la flotte, voilà. Je suis fatiguée, je crois que... Qui s'appelle la flotte et on va suivre en fait différents personnages, des personnages qui arrivent, des personnages qui partent ou qui voudraient partir, des personnages qui ne sont pas des humains et qui s'intéressent à la manière dont vit l'humanité dans la flotte puisqu'il n'y a pas de monnaie par exemple, des personnages qui sont là depuis très longtemps et qui remettent en question certaines choses, d'autres qui... Enfin bref, on suit vraiment plein de manières de penser différentes et on a encore ce lien avec les tomes précédents puisqu'ici on va retrouver la sœur d'Ashby qui est le commandant du premier volume et c'était très chouette de suivre sa sœur parce qu'on en entend beaucoup parler, il en parle quand même pas mal dans le premier volume et là on était un peu de l'autre côté du miroir donc c'était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé les réflexions qu'il y avait autour de l'humanité, de la manière de vivre, de comment ça fonctionne quand on est en totale autarcie et qu'il faut recycler ses déchets et notamment par exemple les gens qui meurent, voilà typiquement, toujours cette balance entre le respect de l'individu, de l'humain et le respect de l'écosystème, du vaisseau, et bref, il y avait beaucoup de choses qui étaient hyper intéressantes, vraiment, vraiment. Il y avait aussi des réflexions autour de quand on est dans un endroit qui est clos, qui, voilà, où on peut devenir, j'allais dire claustrophobe, c'est pas le mot, mais je veux dire où on peut se sentir trop à l'étroit, trop enfermé, eh bien, quel avenir quand on est un jeune, par exemple, alors que la flotte vieillit, clairement. Il y avait beaucoup de questions abordées qui étaient vraiment, vraiment hyper intéressantes, comme toujours chez Becky Chambers. J'ai beaucoup aimé ce volume, même si je pense quand même que l'espace d'un an gardera une place particulière dans mon cœur, parce que j'étais vraiment particulièrement attachée au personnage. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très chouette, j'ai trouvé que c'était très intéressant, qu'il y avait vraiment des questions qui étaient hyper importantes qui étaient abordées. C'est Becky Chambers, je ne saurais pas trop quoi vous en dire, parce que je vois pas trop... Enfin, je pourrais analyser plein de trucs, je pourrais vous parler de plein de trucs, bien évidemment, parce que ça pose plein de questions, mais... Je pense qu'il faut le lire et il faut y aller comme ça et se laisser porter par la plume de l'autrice. D'autant que c'est court, hein. Je sais pas si ça a l'air gros à la caméra, mais ça se lit tout seul. Voilà, c'est quand même écrit assez gros, enfin c'est hyper aéré, ça se lit tout seul. Donc laissez-vous porter. Donc ce tome-ci, je vous le dis, on est plus sur l'humanité, sur ce qui s'est passé après un peu la fin de la Terre, sur les questions de cohabitation, d'avenir, de partir, de revenir. Enfin des questions typiquement humaines en fait, très simplement typiquement humaines et qu'on peut parfaitement transposer à plein de situations de notre vie à nous et j'ai adoré ça, je suis très contente et j'ai très hâte qu'on lise le dernier volume, on verra quand on se le case, on n'a pas de date pour le moment mais ça va arriver avant la fin de l'année et je suis triste un petit peu de quitter Les Voyageurs mais je sais que je peux les relire et c'est ce que je ferai avec grand plaisir, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, si, je pense que je vais en faire une par semaine. La semaine prochaine, je vous parlerai du Talmadesta dont je dois vous parler depuis 1000 ans, mais que je n'ai pas du tout eu le temps de me poser pour relever mes notes et pour voilà, parler correctement de ce livre, puisque ça parle de transidentité et de transition, et que je veux pas dire d'ânerie, je veux quand même un petit peu me poser et réfléchir, voilà, pour bien parler de ce livre. Donc, je l'ai lu avant les derniers que je viens de vous présenter, mais je repousse ça à quand j'aurai eu le temps de me poser pour de vrai. Et je vous ferai voilà, un vrai point sur cette lecture qui était très bonne aussi. Il me reste 10 livres à vous présenter, donc c'est très bien, ça fera 5 et 5. Un abandon dans l'eau, donc voilà, très bien. Du coup, ça va aller vite. Bref, du coup, maintenant, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie, ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, et puis éventuellement, comme toujours, à me faire des recommandations par rapport à ces lectures, notamment plutôt à celles que j'ai aimées. Et surtout, encore une fois, je le redis, mais voilà, si vous avez des recommandations de fantasy asiatique écrites par des personnes soit d'origine asiatique, soit asiatique vivant dans un pays d'Asie quelconque, je suis preneuse, ça m'intéresse énormément. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!